minutes, mesdames, messieurs. Dans un instant, donc, on accueille nos collaborateurs, Franz Voltaire et Étienne Côté-Paluc et Jean-Emmanuel Pierre. Comme on vous l'a dit, je pense qu'on va commencer par Haïti pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement sous le soleil d'Haïti. Plus particulièrement avec cet avion qui tourne autour de Port-au-Prince dans un instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Exactement 14h11.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois à votre émission Grâce matinée. Jean-Ernest Pierre avec nous. Franz Voltaire, comment ça va? Eh bien, rien ne va mal, malgré le grand froid. Moi, je suis en télétravail, donc je me suis mis à l'écart pour ne pas subir les conséquences. Bon, arrête la fraude. Tu n'es pas en télétravail. On est samedi et on connaît le programme du samedi. Hier, j'acceptais que tu me dises que tu es en télétravail, mais là, tu n'es pas. Non, hier aussi, je travaille le vendredi. Là, tu es en chemise de nuit. Pas du tout, mais en télétravail. Voilà, je ne suis pas, comme on dit en créole, je ne faire one pot. C'est toujours les mêmes, les chanceux. Hein? Faut qu'on y trouve. Notre âge aussi, on évite à mon âge de prendre froid. Un vieux froid. Un vieux froid grippeux. Et puis, Étienne Côté-Paluc est avec nous en studio. Franz. Oui. Bonjour Franz. Étienne. Ça va bien? Oui. Alors, Franz, j'espère que tu étais sur la radio et que tu as pu t'informer avec la toute dernière nouvelle. C'est que sous le ciel de Port-au-Prince, qui circule au-dessus de la capitale. Ouais, une aurora de l'armée canadienne et il y a confirmation à l'effet que c'est un appareil de l'armée canadienne, effectivement. C'est un appareil de renseignement, voilà. C'est essentiellement un appareil de renseignement. Non, mais l'ambassadeur Sébastien Carrière, qui a parlé à un journaliste, a soutenu qu'effectivement, qu'il s'agit d'un appareil de soutien à la PNH. Il l'a tweeté, en fait. Mais il a parlé aussi aux journalistes. Et on parle de Wendell Théodore, n'est-ce pas? Et qui a informé donc la population et Carrière lui a dit qu'il pouvait citer texto ce qu'il venait d'entendre, que c'est voulu et que c'est en support avec la PNH et que bientôt, ça devrait être aujourd'hui, la ministre ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, devrait y aller d'une déclaration relativement à cette action du Canada. Ce qu'il a dit sur Twitter ce matin, il y a 2 heures à peine, c'est que le CP-140 Aura est un avion de patrouille à longue portée doté d'une autonomie de vol impressionnante et d'une suite de capteurs avancés qui se combinent pour en faire une plateforme de surveillance très efficace. Donc, parce que ce genre d'appareil peut être ravitaillé en vol et peut être là pendant 48-72 heures sans faillir. Avant d'être ravitaillé. Il dit pour des raisons donc de sécurité, ils vont pas dévoiler de sécurité de l'opération, ils vont pas répondre à aucune autre question concernant cette opération. Donc maintenant on peut hypothétiser sur ce qui va se passer ou à quoi ça sert exactement, mais en tout cas ça fait très réagir sur les réseaux sociaux, sur le Twitter haïtien, son compte justement, il y a beaucoup de réactions. Les gens, beaucoup se demandent en fait à quoi ça va servir parce qu'évidemment, on attend une intervention sur le terrain, mais évidemment, on est encore ici dans l'observation. Donc, les gens se demandent quand est-ce qu'il va y avoir une vraie intervention. Certains ont demandé ça, en tout cas. Oui, parce que Étienne, remarquons que le Gleaner, le journal jamaïcain, a souligné aussi le fait que l'armée jamaïcaine a annoncé qu'elle pouvait participer à une forme d'intervention. Alors, avec le Salvador, d'ailleurs. On va en venir tout de suite. Oui. Mais Étienne, je pense qu'il serait bon de regarder comment le net réagit justement avec cette intervention. On est toujours pressé parce que les gens demandent une intervention rapide. Évidemment, l'armée canadienne veut faire les choses en étapes et veut probablement prendre une meilleure vision de ce qui se passe sur le terrain. Mais en même temps, je comprends aussi les critiques à dire que la crise, elle n'est pas nouvelle et on sait précisément où se trouvent les bandits qu'on recherche, où se trouvent les groupes armés qu'on recherche. On n'est plus dans une question où sont-ils. Tous les téléphones sont là. On réussit la Digicel l'avait confirmé. On réussit à repérer très bien où se trouvent les téléphones et à suivre ce qui se passe. La PNH aussi a des drones. Donc, probablement qu'à plus long terme, on saura effectivement qu'est-ce que cet avion vient faire là. Les plus optimistes, eux, disent quant à eux que ça annonce quelque chose de bien. Ceux qui désirent donc cette
cette intervention-là disent que ça annonce quelque chose de bien, que c'est le premier pas vers quelque chose qui pourrait être mieux. Après ça, les critiques diront justement que c'est une manière de faire accepter cette intervention-là, aussi à l'inverse. Mais remarquons, Étienne, que ce genre d'appareil patrouille au-dessus de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, pour être tout près, pour vérifier les mouvements des troupes russes. Il patrouille aussi, pendant très longtemps, ça a patrouillé au-dessus du Yémen, c'est-à-dire là où vous avez des zones d'intervention. C'est le type d'avion lié au renseignement qui permet d'identifier et de commander à partir du ciel des troupes sur le sol ou de les orienter. Donc, on peut supposer qu'il y a quelque chose dans l'air. Est-ce que c'est donc le premier pas peut-être de quelque chose? Ben oui, alors je pense qu'on devrait faire la genèse un peu de toute cette histoire, à part le fait que les bandits décident d'aller d'escalade en escalade jusqu'à occuper quasiment le territoire de Port-au-Prince et presque, en tout cas une bonne partie d'Haïti. Ils sont partout, il n'y a personne pour les arrêter. Faut quand même rappeler qu'il y a environ 6 mois, à peu près 6 mois, que le gouvernement de facto a fait une demande officielle à l'ONU pour une intervention militaire et formelle en Haïti, et cette demande n'a pas été acceptée par le Conseil de sécurité, surtout... en tout cas, pas d'emblée. Surtout pas à cause de l'opposition de la Russie et de la Chine. Bon. Mais remarquez, Maître Pierre, que la semaine dernière, l'ambassadeur haïtien à l'OEA a... Mais j'en viens... L'OEA ne prévoit pas une intervention militaire. J'en viens, Franz, et on va arriver toujours pour continuer. Et 6 mois, autour de 6 mois qu'on attend, et à un moment donné, on pensait même, selon nos analyses, que Joe Biden allait attendre la fin des élections pour intervenir, mais on a compris que même après les élections, les États-Unis auraient voulu avoir le consentement du Conseil de sécurité pour avoir une force de l'ensemble de la communauté. Ce ne sera pas le cas. Et le Canada a mis comme condition d'avoir un appui global politique du pays, ce qui est toujours loin d'être le cas à cette intervention. Et c'est là où les États-Unis semblent avoir fait, il faut vraiment comprendre, entre une intervention concertée de l'ONU, sous le parapluie de l'ONU, versus une intervention de pays membres de l'ONU, indépendants. Et c'est là où les États-Unis semblent avoir passé, jusqu'à un certain point, la balle au pied des Canadiens. Dans un premier temps, on a compris que Justin Trudeau voulait jouer un rôle prépondérant, y allant de sanctions contre des autorités ou ex-autorités haïtiennes, etc. Et subitement, ça s'est refroidi. On n'a pas compris pourquoi ça s'est refroidi. Moi, je présume que Justin Trudeau a beaucoup entendu des Haïtiens et des Vertes et des pas mûrs, au point où le Premier ministre a reconnu que le Canada a connu des failles dans les interventions précédentes et qu'il fallait vraiment jouer de prudence pour ne pas répéter les mêmes bêtises. Mais c'est un piège, en fait, qui sont en train de se poser. Justement, j'ai l'impression, parce qu'ils disent la non-intervention du gouvernement canadien, ils parlent de non-intervention, de non-choix, ou essayer de respecter le choix des Haïtiens. Mais il faut rappeler que, en parallèle, depuis 1 an et demi, la communauté internationale est plutôt satisfaite, et on le voit très bien, de comment le gouvernement de facto poursuit les choses et semble plutôt d'accord avec la feuille de route imposée par le FMI. Il y a quand même un petit quelque chose là. Le gouvernement de facto, Jean-Emmanuel, lorsque le gouvernement de facto a agi de manière très forte et très directe, c'est en nommant son conseil au conseil de transition. Mais depuis cette nomination, on dirait c'est le calme plat. On n'est pas trop chaud à l'idée de donner un véritable pouvoir à ce fameux conseil. Au plus, le conseil a un local désigné, c'est tout. Mais récemment... Ils ne sont toujours pas nommés, ils devraient être nommés cette semaine. Ils ont été annoncés. Récemment, il y a eu un dénouement
je pense que c'est jeudi et vendredi, au sein de cet autre, cependant, du gouvernement, n'est-ce pas, avec un président, un premier ministre, c'est la démission du premier ministre qui a été annoncée. Monsieur Steven Benoît a lâché du lest. Et ce matin, j'ai entendu Jean-Emmanuel annoncer, peut-être hier soir aussi, ce changement de paradigme chez le groupe de Montana, n'est-ce pas? Mais il y a deux. Mais le groupe de Montana, j'aimerais terminer sur ce changement de comportement. Ce changement de comportement, Jean-Emmanuel, et rappeler quel est-il ce changement de comportement de Montana? Bon, deux changements de comportement. D'abord, ce n'est pas nouveau. Le premier n'est pas en soi un changement parce que Montana a eu des tentatives de discussion déjà avec Ariel Henry. Le changement, pas de Montana, mais dans le discours de celui qui est le président de Montana, c'est Fritz Jean sur le fait qu'aujourd'hui, face à la situation, il faut absolument, mais c'est une conclusion à laquelle tout le monde est arrivé quasiment, qu'il faut un soutien international, qu'il faut une coopération, qu'il faut une intervention pour résoudre la crise sécuritaire. Tu sais, parce qu'on a vu les choses se détériorer au cours des derniers jours aussi. C'est-à-dire qu'on a vu les enlèvements se multiplier, on a eu une autre preuve de faiblesse de la police nationale. D'abord, pour la première fois, des hommes armés ont pris le contrôle de Pétionville, et là, vite l'homme innocent est en train de s'étaler, de prendre place. Il était seulement dans Pernier, là il est à Torcelles, il est à Tabar, il est sur la route de Frères, dans les quartiers les plus réservés, je parle de Vivi-Michel et Belleville. Il est allé faire la démonstration de force à Pétionville, tu sais. Donc là, on ne plaisante plus. Là, c'est sans parler de l'extension de quelqu'un comme Iso, qui part de Village de Dieu, c'est-à-dire de la zone de Martissan, jusqu'avant Saint-Marc, là, en ce moment. La Phyto, Minoterie, etc. Tout le bord de mer est patrouillé par de petits bateaux de Iso. Donc, on parlait de 50%, mais là, on parle de plus de 60 à 70% de contrôle des quartiers de Port-au-Prince par des gangs armés. Il y a encore de l'opposition, c'est certain, je pense, en Haïti à cette intervention. Il y a beaucoup de mouvements qui essaient de parler en faveur de cette intervention-là. Il y a un sondage qui a été publié cette semaine qui parlait qu'une majorité d'Haïtiens étaient favorables à l'intervention. 69%. Mais un sondage dont on attend vraiment impatiemment la méthodologie parce qu'évidemment, c'est toujours le problème avec Haïti, les agences de sondage en Haïti. Des fois, on peut savoir que ça peut être biaisé, mais pas seulement en Haïti. C'est-à-dire, souvent, tu as qui finance le sondage et dans quelle perspective. Quelles questions sont posées, etc. Sans soulever toutes ces questions-là en détail, je vois quand même que, au final, comment je pourrais dire, suivre l'opinion, annoncer qu'on veut suivre l'opinion des Haïtiens, c'est un contrat extrêmement large et extrêmement difficile parce que les Haïtiens sont comme toutes les autres populations du monde, des sociétés très complexes avec des points de vue divergents, des gens qui s'obstinent, et tant qu'il n'y a pas un semblant de démocratie, c'est difficile d'accepter les décisions comme ça qui sont faites en disant on se base sur la volonté, mais qui est-ce qui parle au nom de la volonté des Haïtiens et puis tous les sondages, en particulier dans les circonstances, c'est un sondage qui a été réalisé dans la foulée d'échecs d'opérations, d'échecs cinglants d'opérations pour la police nationale, mettant à nu toute la faiblesse de cette police. C'est-à-dire, quand tu demandes après les événements de Liancourt, les événements de Pétionville, sans oublier que durant la période, l'année dernière, c'est environ une 60aine de policiers qui avaient été tués. Depuis le début de l'année, on en est à une 20aine à peu près, etc. Donc, ce qui est le plus gros chiffre depuis qu'on essaye de compiler les chiffres de victimes de la police. Ça veut dire que cette police-là prouve une fois de plus, son incapacité par rapport à sa puissance de feu par rapport aux gangs armés. Mais l'autre chose, c'est que la police est en pleine débandade. Tout ce qu'on a eu comme mouvement de protestation, etc., c'est-à-dire que tu as une force de sécurité qui non seulement est faible, mais qui dit « je n'en peux plus ». Les policiers aujourd'hui disent « on n'en peut plus ».
Ça amène une démotivation, mais c'est ça qui est le danger, parce que le seul corps vraiment encore en place qui représente l'État en Haïti, puis qui est là vraiment comme, pas le seul, mais en tout cas un des plus importants, qui légitimise aussi le gouvernement, c'est le corps de police. Et si ça tombe, ça avec l'international, c'est les deux grands piliers du gouvernement actuel. Donc si ça tombe, c'est vraiment, ça devient une catastrophe encore plus. Et souvent ce qui se passe, le problème, c'est que ces problèmes-là arrivent, tout le monde en parle, on les pointe du doigt, on dit voici, c'est un enjeu, et finalement ça finit par traîner, et finalement ça finit par créer une crise encore plus grave. Et Étienne c'est ça qu'on craint pour cette année. Étienne fait bien de souligner que Ariel Henry a deux éléments qui assurent sa perpétuation au pouvoir. En tout cas, sa légitimité. Pas légitimité. Il n'a pas de légitimité ni de... Non. Son semblant. Non. Qui assure, pas de semblant. Qui assure ce pouvoir qu'il détient, à savoir la police qui, lors de manifestations, réprime. Et là, malgré le support de population de certaines villes, on n'a pas raté l'occasion pour rappeler à la police que souvent vous réagissez du mauvais côté de l'histoire. Tu sais? Et puis, deuxièmement, tu as Hélène Lalime qui est derrière tout ça. Les négociations politiques. N'oublions pas que c'est Hélène Lalime qui a été chez Milan Maniga pour la convaincre d'embarquer dans le projet d'Ariel Henry. Je ne savais pas. Absolument, absolument. Et donc, c'est un projet... Ouais, même Jean-Emmanuel Saïd, ça c'est une grosse information. Non, il n'a pas... facilité, parce que Mirland elle n'avait pas besoin... Non, elle n'avait pas besoin de tout ça. Oh, okay. Tu sais. Okay. Franz, peut-être a quelque chose à dire. Mirland était très disponible et très disposé. Et Franz Voltaire, pourquoi Moi, je vais faire juste une petite remarque, puisque on a abordé cette question de long et en large. Vous savez, quand les États-Unis interviennent, quelque part, ils veulent aussi démontrer, et cela, si je me limite à Haïti, en 1915, quand ils débarquent et qu'ils choisissent Sudda Fignab comme président, il y a une photo extraordinaire, je l'ai publiée dans ma revue. On voit Sudda Fignab entouré par trois jeunes blancs becs des Mérines, un berbe, et entourant, c'est bien pour montrer que c'est eux qui sont en charge. Quand après le tremblement de terre, le général américain commandant l'intervention américaine en Haïti, il débarque sur le siège du Palais national, on prend la photo, et cela veut dire « we are in charge », nous sommes en charge. C'est-à-dire quand ils sont entrés avec Jean-Bertrand Aristide, là aussi, ils sont arrivés, on a mis on a fait une mise en scène pour bien montrer que c'est eux qui sont en charge. Et ça a toujours été puis c'est une question leur façon d'opérer un peu partout dans le monde, même en Europe. Hein. Une question d'image, parce qu'on le voit bien. Puis souvent, les diplomates jouent la carte de l'innocence en disant « Ah non, c'est pas vraiment dans ces enjeux-là » ou non, c'est pas pour ça ou quoi que ce soit. Mais les photos qu'on publie des diplomates étrangers avec les politiciens locaux, souvent ça sert à comme le présentait France, mais ça sert encore aujourd'hui à revaloriser l'image de pouvoir que la personne politique en place peut vouloir projeter, ou en tout cas surtout quand il y a une critique par rapport à la légitimité. Écoutez, quand François Duvalier va faire intervenir après des années d'absence les Marine Corps, pour ceux qui sont plus jeunes qui ne le savent pas, François Duvalier a fait intervenir la mission militaire américaine, s'est présenté avec elle, elle a fait des photos. Moi, j'ai toutes les photos dans nos archives. Eh bien, c'était pour dire à l'opposition traditionnelle, et notamment aux fiolistes, des royistes et jumellistes, écoutez, nous avons l'appui des Américains. Et donc, tout ça, il faut bien comprendre, c'est un jeu politique. Et l'image est extrêmement importante pour bien montrer qui est en charge. Quand le président Borno a demandé qu'il était prêt à avoir une coopération loyale et franche, c'est ces mots, aux Américains, ils ont dit c'est nous qui donnons les ordres. Quand il y a eu le débarquement en 1994, Pierre-Emmanuel doit se rappeler les mots de l'attaché de presse américain, Schweiger. Et quand le général Cédras avait dit que nous allons collaborer avec les Américains, M. Schweiger
avait dit non, nous passons des ordres. Nous avons des troupes sur le sol et nous donnons des ordres. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer sur ces questions-là. Alors, on va prendre la pause, messieurs, et puis on va regarder la situation un petit peu, essayer de comprendre pourquoi. Tout ce que vous avez dit, les comportements des uns et des autres, surtout des Américains, on pourrait dire en situation normale, c'est des comportements inacceptables. Mais il faut regarder de l'autre côté aussi, qui permet ou qui permettent que ces choses-là arrivent et pourquoi ça arrive. On va essayer de regarder tout ça immédiatement après la pause que nous vous proposons ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Tandem, bien.